Nous accueillons donc pour cette première conférence Monsieur Olivier Glin. Olivier, qui est à ma droite, est donc professeur des universités en linguistique anglaise à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Je vous invite à regarder sa bibliographie, plus particulièrement Prononciation du monde anglophone, édité en 2013, et Variations et changements en langue anglaise, événements historiques, perspectives humaines et sociales, édité en 2020. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une communication sur des pistes pour lutter contre l'insécurité linguistique que nous allons définir, rassurez-vous. Engagement par le corps et activité théâtrale. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'insécurité linguistique et des spécificités de deux choses. On ne va pas que parler d'anglais, mais aussi des spécificités de l'anglais en France et des spécificités du contexte français. Ensuite, on verra un certain nombre de pistes, alors ce ne sont que des pistes pour lutter contre cette insécurité linguistique, dans un premier temps en passant par le corps. C'est ce que je vous propose, et donc des activités qu'on va appeler activités corporelles. Ce sera le gros de la présentation, et puis on terminera par des activités théâtrales. J'ai marqué 2 fois, parce que si jamais vous ne suiviez pas, théâtral, hein, mais du coup je vais faire un peu plus court sur la troisième partie, comme j'ai mis 2 fois le mot. Donc, insécurité linguistique, notamment dans les cours d'anglais en France. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité linguistique? Alors, je vous donne une définition d'un linguiste, et ensuite je vous explique ça à ma manière. On parle de sécurité linguistique lorsque, pour des raisons sociales variées, les locuteurs ne se sentent pas mis en question dans leur façon de parler, lorsqu'ils considèrent leur norme comme la norme. C'est la sécurité linguistique. A l'inverse, il y a insécurité linguistique lorsque les locuteurs considèrent leur façon de parler comme peu valorisante et ont en tête un autre modèle plus prestigieux, mais qu'ils ne pratiquent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on a un ego langagier. On se représente la manière dont on parle ou dont on aimerait parler. Dans sa propre langue, en public, et dans une autre langue également. Et on remarque souvent que la réalité, on la trouve inférieure à cet ego qu'on a. Et que c'est pas tout à fait à la hauteur. Vous voyez? On aimerait être là et on se rend compte qu'on en est là. Et donc ça crée un sentiment d'insécurité qui fait qu'on a tendance à ne pas parler ou à peu parler. C'est ça en gros l'insécurité linguistique. Donc elle peut venir de plusieurs choses. D'abord de difficultés à parler en public, de difficultés à s'exposer. Et ça c'est déjà valable dans notre langue maternelle, dans un premier temps. Et puis, deuxième cas, il y a un cas qui est le cas contraire, où quelqu'un qui, dans une classe de langue, parlerait trop bien, pourrait être perçu par ses camarades comme quelqu'un qui se la joue, qui se la pète, comme on dit. Ouais, parce qu'il parle trop bien anglais, il prend un bon accent, etc. C'est un phénomène qu'on peut trouver aussi. Ça, c'est quelque chose que l'Éducation nationale a identifié, en parlant de sentiments d'étrangeté, de l'étrange. C'est-à-dire que ça met un peu en question notre identité. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle une langue étrangère, si on essaie de bien la parler, on cesse un petit peu d'être nous-mêmes. Et ça, on verra que c'est peut-être pas si facile que ça à aborder. Autre problème qui se greffe dessus, le problème de l'accent français. On a une image assez négative. Les Français qui parlent anglais, c'est un fait, c'est comme ça. Et ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on a aussi une image négative des francophones eux-mêmes. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites, où des étudiants écoutent des enregistrements de gens parlant anglais venant de plein de pays différents, et en gros ils disent « Ouais, ça va à peu près tout. » Non mais les Français, non, sauf que ça, non. Comme on dit, il faut y arrêter. En gros, vous voyez? C'est-à-dire que tout c'est à peu près crédible, sauf à partir du moment où c'est les Français qui parlent. Et y compris, c'est les Français eux-mêmes qui pensent ça. Bon. Et se greffe là-dessus un problème de crédibilité dans la société. C'est-à-dire qu'il a été montré par de nombreuses études que quelqu'un qui prend la parole dans un contexte formel avec un fort accent étranger, je ne parle pas d'un petit accent étranger, un petit accent étranger c'est charmant, ça plaît. Mais un gros accent étranger, on va accorder moins de crédibilité à ses paroles. Ce qui est complètement absurde. Le contenu, ça ne change pas le contenu. C'est une forme de discrimination, mais c'est une réalité. D'accord? Voilà. Alors, en réalité, cet accent français, ça ne veut rien dire. On n'a pas de difficulté à faire les sons de l'anglais en tant que tel, objectivement. Simplement, ce qui se passe, c'est que les systèmes phonologiques de l'anglais et du français, ils sont complètement aux antipodes l'un de l'autre. Ils sont complètement à l'opposé. Et surtout en ce qui concerne le suprasegmental. Ça veut dire quoi? Ne prenez pas peur, je ne parle pas des sons isolés. Je parle de la musicalité et du rythme, c'est-à-dire de la structure globale, de la phrase, etc. Pourquoi? Parce que en anglais, vous avez des accents de mots. Par exemple, confortable, en français, il n'y a pas d'accent de mots. C'est comfortable en anglais.
Okay, par exemple, vous avez une intonation montante qui est par défaut en français alors qu'elle est plutôt descendante en anglais. Donc la personne qui adopte cette intonation va donnera l'impression de ne pas être sûre d'elle. Également, vous avez un rythme syllabique, c'est-à-dire qu'en français, si j'exagère un peu, toutes les syllabes vont avoir à peu près le même poids. Là, je le fais de manière un tantinet exagérée pour que vous réalisiez bien la chose. Elles vont par exemple, par défaut, faire 1 seconde chacune. En anglais, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous regardez en français, vous avez confortable, et en anglais, vous avez comfortable. Donc en gros, les unités de temps sont les mêmes entre 2 syllabes en français, mais les unités de temps sont approximativement les mêmes entre 2 syllabes accentuées en anglais. C'est-à-dire qu'en français, c'est totalement confortable. Vous avez ou totalement confortable, 6 unités de temps. En anglais, vous avez totally comfortable. Vous avez 2 unités de temps. Et le comfortable, il est mangé. OK? Voilà, donc ça, je vous donne quelques exemples de transfert des caractéristiques françaises, de situations réelles. Une amie qui dit à une amie française, en compagnie de sa sœur, qui dit à un ami américain, est-ce que tu veux une tisane? D'accord? Il lui demande ça. Et c'est donc, c'est humble ou humble, avec ou sans H, ça dépend, tea. Mais sauf qu'elle dit, do you want a bubble tea? Et lui, il a compris, do you want her body? Est-ce que tu veux son corps? C'est une situation réelle. C'est quand même un peu gênant. Et une autre qui travaille avec moi en Angleterre, son petit ami venait lui rendre visite et elle en parlait beaucoup. Elle disait so my boyfriend is coming and my boyfriend. Et elle insistait comme ça sur le my. Et au bout d'un moment, les copines anglaises se sont dit mais on va pas te le piquer ton copain. Parce qu'elle mettait trop d'emphase sur le my et donc on a l'impression qu'elle disait mais c'est mon copain, moi, c'est pas le vôtre. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peuvent poser problème. Et en plus de ça, on a quand même des spécificités un peu historiques au contexte français, des idéologies linguistiques qui concernent les normes et les modèles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une idéologie linguistique? Les idéologies linguistiques sont des croyances ou des sentiments à propos des langues telles qu'elles sont utilisées dans la société, dans les sociétés. Et c'est un ensemble de croyances sur la langue formulées par des utilisateurs pour rationaliser ou justifier leur perception de la langue et de son utilisation. Ce sont des croyances. Et elles se caractérisent par ceci, c'est qu'elles sont considérées comme naturelles et donc elles ne sont pas remises en question. Je vous donne un exemple très très simple. Quelqu'un va dire machin au jour d'aujourd'hui et les autres vont dire ah non mais au jour d'aujourd'hui c'est pas bon. Ça n'existe pas, c'est pas français. Le sens de la fête, quelqu'un qui reprend toujours ce que disent les autres et qui dit ça ah non mais au jour d'aujourd'hui c'est pas français. Ça c'est une idéologie linguistique. Et l'idéologie linguistique numéro 1 en France, c'est celle de la langue standard. Donc on a une vision monocentrique de la langue en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on juge les travaux de Michael Klein et de son association, organisation pluricentrique des langues, eh bien en fait, il y a très peu de reconnaissance de la variation en France. C'est-à-dire que, en français, toute langue est réduite à la variété standard et à la prononciation standard. Je vous donne un exemple très simple. Si vous regardez une carte de France, il y a un pourcentage non négligeable des locuteurs du français qui parlent avec une forme d'accent du Sud. C'est pas tout à fait la même chose à Marseille et à Toulouse, je sais. Il y a des traits en commun. Okay, ces gens-là, ils sont très 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 nombreux. Et même les jeunes, ils ont encore une forme d'accent du Sud. Ces gens-là, vous les entendez beaucoup à la radio, à la télé? Très peu. C'est ça que je veux dire. Ils sont un petit peu marginalisés. Si on les entend 1% à la télé, il n'y a pas du tout 1%, il y a beaucoup plus que ça qui ont un accent du Sud en France. Et on a même cette chose incroyable de dire en français « Ah mais c'est pas français ça » ou « C'est pas du français ». Encore pire, ça n'existe pas. Encore une fois, quelqu'un dirait le même exemple « Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas ». Si ça n'existe pas, comment j'ai fait pour l'utiliser? Vous voyez, il y a quand même un petit problème quelque part. Bon. Et simplement, c'est la variété standard, donc celle qui est médiatisée, reconnue, qui est porteuse d'un certain prestige, d'une certaine forme de capital linguistique. Et c'est celle qui est considérée, j'insiste là-dessus, comme la vraie langue. Je reviens en anglais, hein, c'est juste un détour idéologique. Donc il n'y a qu'une seule langue avec un certain nombre, il y a un français, un allemand, etc. C'est la vision qu'on a, alors que ni en français ni en allemand, évidemment, il y a une seule variété. Et de nombreuses études montrent d'ailleurs qu'il y a une certaine discrimination à l'accent, qui est encore assez vivante en France. Hein. Je donne juste simplement un exemple. Dans les années 2000, hein, entre 2000 et 2010, c'était quasiment impossible de réussir un oral de l'agrégation de lettres en français si vous aviez un accent du Sud.
C'était quasiment éliminatoire, indépendamment de la qualité de l'analyse littéraire. C'est une vision de la langue qui est particulière. Bon. Alors, ces idéologies linguistiques sont transposées en anglais. C'est-à-dire qu'il y a aussi en anglais une conception du tout ou rien. C'est-à-dire que soit il y a l'anglais le bon, soit il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si on ne parle pas l'anglais le bon, eh ben, on peut avoir tendance à ne pas vouloir parler du tout. Ce qui se passe, une étude de Françoise Lelièvre, alors d'autres études ont été, comme disent nos cousins québécois, c'est moins empirique aujourd'hui quand même. Mais il y avait cette vision dans les années 2009. Elle étudiait, elle faisait une étude avec des gens à l'université qui n'étaient pas spécialistes de l'anglais et des gens qui étaient spécialistes de l'anglais, les deux. Hein. Donc par exemple, des gens qui étaient en histoire et qui apprenaient l'anglais et les gens qui étaient en fac d'anglais. 82% des non-spécialistes et 40% des gens comme vous qui étaient en fac d'anglais se déclaraient monolingues. Donc ils ne se déclaraient pas bilingues. Ils ne disaient pas qu'ils ne se donnaient pas le droit de dire je suis bilingue, alors qu'ils faisaient partie des 0,0003% de l'élite parlant le mieux anglais en France. Hein. Pour être, le chiffre est dit comme ça au hasard, mais ça doit être ça à peu près. Parce qu'ils devraient être capables de parler parfaitement, et que si c'est pas ce tout, eh ben c'est le rien. Donc une implication possible de ça, c'est l'insécurité linguistique. Et il y a de nombreuses études qui ont montré que prescrire une seule norme, c'est-à-dire que donner pour idée, pour vue de l'esprit aux gens, qu'il n'y a qu'une seule manière de parler, eh ben c'est générateur d'insécurité linguistique. Et ça fait en sorte que les gens ne vont pas parler, ou vont moins parler. Alors ça c'est un peu technique, mais donc l'insécurité linguistique a été vraiment montrée dans des classes d'anglais en France, à de nombreuses reprises, dans de nombreuses études, y compris chez des gens qui font LEA, qui font fac d'anglais, y compris chez les enseignants d'anglais. Hein, parce que forcément, ils ont aussi un ego phonétique particulièrement élevé. Donc, alors ça c'est technique, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais la seule solution, c'est de bien montrer aux gens que la variation existe pour réduire au moins cet aspect-là de l'insécurité linguistique. J'en viens au corps et à la voix, puisque c'est quand même le message. Petit problème en classe aussi, la voix, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'apprenants à tous les niveaux, hein, que ce soit au collège, au lycée, mais même à l'université, qui parlent comme ça, qui vont prendre la parole, et vous avez beau être là-bas, ils vont prendre la parole comme ça et parler à leur feuille. Donc ça veut dire une absence de projection de la voix. D'accord? Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'ils ont laissé leur corps à la maison. C'est-à-dire qu'ils sont là, assis, comme ça. On ne bouge pas, on est sur son cahier. Alors que l'expression, ça passe par le corps également. Donc, c'est ces deux problèmes-là. Et donc, moi, je pars du principe, alors je ne suis pas le seul du tout, hein, mais qu'en décoinçant le corps, on peut créer l'expressivité, on peut réduire l'insécurité linguistique et améliorer aussi les performances linguistiques. Alors, donc j'en viens aux fameuses activités corporelles. On a coutume de dire que le signe linguistique est arbitraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue, si vous prenez le mot chien, il n'y a rien de chiennesque, si vous me pardonnez l'expression, ou il n'y a rien de canin dans le mot chien. Si vous dites le waf-waf, comme les enfants, ah oui, là pour le coup c'est canin. Mais chien, ça ne fait pas penser à un chien. La preuve, on dit dog en anglais. La preuve, c'est perro, etc. Ça ne se ressemble pas. Donc c'est complètement arbitraire. Sauf, ce qui n'est pas arbitraire, c'est la prosodie. Ça veut dire quoi? C'est la musicalité de la langue, c'est le rythme de la langue, et c'est également le langage corporel. Comme vous pouvez le voir ici, le langage corporel, il veut dire quelque chose. La musicalité de la langue, elle veut dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple, je vais vous dire le même mot 3 fois. Ok? Ouh. Sorry. Sorry? Sorry? Est-ce que c'est le même message les 3 fois? Pas du tout, il y a un message, je prends mes excuses, le deuxième, je vous demande de répéter, et le troisième, je ne suis pas trop content, quoi. Hein? Bon. Vous voyez? Donc ça peut se travailler. Et ça, c'est pas arbitraire. Donc, je reviens sur l'importance du corps. Citer Sandrine Bourrin qui est dans le coin. J'ai perdu. Voilà. Donc, la mobilisation active de l'individu, c'est aussi dans un processus du prise en mémoire. C'est-à-dire que le corps a une mémoire. On a une mémoire corporelle. Ça a été montré. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut retenir par le corps qui vont nous aider à retenir sur le plan linguistique également. Je pense à titre personnel que c'est pas mal d'avoir un langage corporel spécifique quand vous parlez une autre langue. Vous voyez, j'ai mis 2 petites illustrations pour le corps. Ça veut dire quoi? Premier exemple, alors, une théorie développée par Asher,
Le TPR, Total Physical Response, réponse physique totale. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien en début d'enseignement. Je l'ai fait quand j'enseignais le français à l'étranger, et je l'ai fait en classe de débutants pour enseigner l'anglais en France. Où en fait, à l'input audio, il y a une réponse physique. C'est-à-dire qu'on apprend le lexique en le faisant. Alors c'est très bien en début d'apprentissage. Par exemple, vous faites, dans n'importe quelle langue, allez, marchons. Et les gens vont se mettre à marcher. Allez, dansons. Et les gens vont se mettre à danser. Et donc le verbe danser, le verbe marcher, walk, etc., ils vont être aussi associés. Il y a une sensation physique, une mémoire physique qui est associée. Et c'est très très bien, notamment dans une perspective de compréhension. Et pour le lexique également. Alors, une toute petite pub pour l'atelier de Léo Claire tout à l'heure. Quand on peut prendre appui sur le corps, mais on peut aussi prendre appui sur le corps des autres. Je ne veux pas dire s'appuyer comme ça simplement, hein. Mais par exemple la vidéo. La vidéo vous permet de vous appuyer mentalement sur des corps en action. D'accord ? C'est ce que j'appelle la projection mentale du corps. Parce que la vidéo reconstitue les situations d'énonciation les plus authentiques possibles. Vous voyez un lieu, vous voyez un moment, vous voyez des gens. Et ça, on peut plus facilement s'y associer. Et quand vous faites travailler la langue, quand vous faites travailler la prononciation à partir de choses comme ça, on voit que sur chacune de ces... On voit qu'il y a des expressions différentes. Ok ? On comprend quel est le message. Mais associé du parler à ça, il y a cette double dimension corporelle et articulatoire qui fait que la mémorisation, le long terme, etc., se fait dans des meilleures conditions. Dimension interne et externe du corps. En fait, il y a deux choses à travailler, je pense. Il y a la dimension articulatoire et le corps en lui-même. Parce qu'il y a deux réalités dans la prise de parole. Il y a la projection de ce qu'on a à l'intérieur. D'accord ? La projection vers l'espace extérieur d'une production articulatoire interne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se fait à l'intérieur, mais il faut que ça sorte. Et puis, il y a le corps en lui-même qui peut aider à une meilleure expressivité. Donc, j'aimerais dans un premier temps vous donner quelques pistes pour travailler ce que j'appelle le corps interne. En fait, la prononciation, c'est une activité de type performance, comme le sport, comme le chant. Et normalement, ça nécessite un échauffement, un entraînement technique. Hein, c'est après Piers Masson. C'est-à-dire que vous ne joueriez pas un match de tennis sans vous échauffer avant et en faire quelques services. Vous n'allez pas vous mettre à chanter, normalement, si vous chantez, sans vous être un minimum échauffé. Mais c'est exactement pareil pour une langue étrangère. En réalité. Donc Masson, lui, il dit qu'en fait, il faudrait complètement passer... Vous savez, ce qu'on a l'habitude de faire en classe, c'est écouter et répéter. Écouter et répéter. Mais qu'il faudrait passer de ce paradigme-là à un paradigme qui serait plutôt dans le sens de ressentir les choses dans le corps. Parce que l'enregistrement, vous ne l'avez pas forcément à la maison. Alors que si vous avez ressenti les sensations dans la bouche, dans la gorge, etc., a priori, vous l'aurez toujours à la maison, ça, à la bouche, pour pouvoir travailler. Ok ? Moi, je pense que les deux approches sont complémentaires. Alors, je vous montre un petit échauffement que je fais en cours magistral de langue orale en 2e année, que je fais en TD de phonétique en 3e année, et que je fais dans un cours de master relations commerce internationales, communication en anglais, où là, je me suis dit comme objectif, on va faire du linguistique, mais c'est un cours de communication, il faut vraiment qu'on communique. Et je le fais aussi en master 2 MEF anglais. Alors, je vous demandais de participer, s'il vous plaît. Alors, c'est pas respiration, c'est respiration, mais c'est juste pour voir si vous suiviez. Hein. So we'll just do it in English for a few minutes. Everybody up, please. Okay. So everyone, arms along your body. Relax, okay, and breathe, okay, a few times. In through the nose and out through the mouth. Let's go. Number 2, what I'd like you to do is to take your hands and put them on your diaphragm there, okay? Feel the diaphragm. And I would like you to breathe a bit like a dog. In other words, you pant a little bit. Let's go. Can you feel this moving? Okay, right. Next,
If your hands are clean, I'd like you to take your hands out to massage your muscles. If your hands are dirty, you can use your knuckles. Okay? But, you know, these muscles, you have to use them in English. En français, on peut parler du bout comme ça. On peut parler du bout. In English, you have to use these muscles as well, on the side. And you have to, oh, they exist. My God, these muscles. Can you feel them? Yeah? Wow, cool. Okay, it's quite nice, isn't it? Yeah, quite comfortable. Okay. Next part. Now, I'd like you to chew gum. Okay, you start with a small piece of gum, then it gets bigger and bigger. Off we go. Feel the muscles working. In English, you have to use these muscles. You have to know that they exist, that you can use them. Okay. Now, the next part, I would like you to yawn to open the back of your. But don't fall asleep, just yawn. And now you can feel, now your mouth is much more, you know, you're much more comfortable doing all this. And we finish with a few spectacular English vowels, people. Ready? With me. E. E. Ah. A. A. I. I. O. 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 And E. And E. Thank you. Alors, là, vous avez l'appareil articulatoire qui est en place pour parler anglais. J'ai déjà dit aux étudiants, si vous avez un oral d'anglais à passer, faites ça. Alors, à un endroit où on ne voit pas forcément parce qu'on a l'air un peu. Mais faites ça, c'est très bien. Hein. Bon, autre chose. On a souvent associé au rythme des choses, vous voyez, des choses comme ça, vous marquez le rythme. C'est très bien. Mais c'est bien aussi d'apprendre à recréer les processus qui sont sous le niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait pour produire un accent. L'année dernière, j'ai des étudiants qui m'ont dit « Mais monsieur, on connaît les terminaisons, je sais qu'avec telle terminaison, on met l'accent sur l'avant-dernière syllabe ou avant-avant-dernière, mais je ne sais pas le faire. » Générer l'accent, physiquement, comment est-ce qu'on fait? Ok? Alors, ça, je vous ai fait travailler sur le diaphragme tout à l'heure. En fait, on va baisser le diaphragme, et pour générer un accent, pour générer, comment dire, la proéminence, la saillance, il faut qu'il remonte. Mais le diaphragme, il n'a pas de muscle pour le faire remonter. C'est les muscles abdominaux qui vont le faire remonter. Et pour faire ça, vous avez deux techniques. Alors si vous n'êtes pas enrhumé, vous pouvez souffler par le nez comme ça pour sentir la sensation. Est-ce que vous sentez vos abdominaux qui se contractent? Si vous êtes enrhumé ou quoi, c'est moyen. Vous faites un S long, plusieurs fois. Est-ce que vous sentez cette sensation de... Vous voyez? Si vous travaillez la prononciation d'anglais, vous faites des abdos en même temps, c'est pas mal, hein? Et donc là, quand vous avez cette sensation-là, une fois qu'elle est trouvée, vous l'appliquez à l'accent. C'est-à-dire, vous refaites la même chose sur, allez-y avec moi tout le monde, hickory dickory. Hickory dickory dock. Avec le même truc là. Hickory dickory dock. Allez-y. Hickory dickory dock. En travaillant ça de manière régulière, à un moment donné, ça peut devenir naturel. Okay. Alors, quelques morceaux de travail en classe. Là, vous pouvez ensuite l'expliquer, ça c'est un cours magistral, vous pouvez appliquer ça quand vous voyez des règles, hein, keep it, explicit, prohibit, etc. Voilà, vous avez compris le principe. Quelques exemples faits en cours magistraux également, où on travaille sur quels sont les mots qui sont accentués dans une phrase. Vous pouvez faire ça en plusieurs fois, hein. Alors, en gros, c'est les mots lexicaux, mais on n'est pas là pour faire un cours de linguistique. Hein. C'est sûr, les syllabes de souligner, on va juste prendre la première phrase, sont celles qui sont saillantes par rapport aux autres. Eh bien, on peut faire ça avec un geste de la main. Hein. Par exemple, allez, on va le faire ensemble, je fais un coup, puis vous le faites après. My brother and my sister are coming to the party tonight. Allez-y. My brother and my sister are coming to the party tonight. Muy bien. Donc là, vous l'avez fait au ralenti, vous pouvez le faire à vitesse normale après. Avec un geste, le geste, chaque étudiant va se le retrouver. Ça peut être punching ball, ça peut être une passe de rugby, une passe de hand, une passe de foot, c'est un peu difficile, mais voyez, alors allons-y, hein, par exemple, My brother and my sister are coming to the party tonight. C'est parti. My brother and my sister are coming to the party tonight. Ok, vous avez cette sensation mémorielle, physique, qui est associée à l'accent.
Et puis vous pouvez le faire après, alors avec méthode Thea Lingua, où là vous faites ça, vous faites exagérer, on arrive toujours mieux par l'exagération. Vous faites exagérer en exprimant la colère, la joie, etc. Par exemple, oh my brother and my sister are coming to the party tonight. My brother and my sister are coming to the party tonight. Vous voyez, je l'ai fait un peu rapidement là, mais le fait d'exagérer par les émotions, c'est plus facile de créer le rythme. Vous y réassociez encore une autre sensation physique derrière, qui vous aide à la mémorisation. Il y a une autre partie de l'anglais, c'est ce qu'on appelle les contours intonatifs. Est-ce que la voix descend, est-ce qu'elle monte? La voix, je vous ai fait tout à l'heure avec le sorry, hein, vous avez en gros 3 trajectoires possibles. Ça descend, ça monte ou ça fait les deux. D'accord? Eh bien, vous pouvez associer ça avec des mouvements de la main. Par exemple, avec quelqu'un, well, have a seat. Vous voyez? En plus, le geste indique bien ce qu'on fait. Would you like to continue? Intonation montante, vous voyez, on fait le geste qui monte, et en plus, ça encourage tout à fait la personne à poursuivre. Hein. Et puis, alors, cette intonation qui peut permettre de corriger une erreur, it's not bad. Vous voyez, et on a tendance à faire ça avec... dans les vidéos de Friends, chaque fois qu'ils utilisent ça, ils font la tête là, hein, pour de vrai. Mais c'est inconscient. Mais ça veut dire que si le fait de générer ça crée ce mouvement articulatoire-là, ben, au contraire, créer ce mouvement articulatoire va vous aider à générer ce contour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est quelqu'un qui veut dire... L'autre dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, quoi. Vous voyez, c'est ce type d'intonation. Donc vous pouvez, alors toujours après une phase de ce qu'on appelle raisonner pour comprendre, pour que les apprenants comprennent pourquoi on utilise ça, hein, qu'ils adoptent à bon escient. Répétition avec des gestes de la main, avec des gestes de la tête, avec les deux. Et puis des mini-dialogues dont la correction se fait comme ça. Par exemple, well, he was born in 1974. Ah, he was born in 1964. Ou n'importe quoi. Vous voyez, en associant comme ça pour corriger. Mais le fait d'associer ces mouvements corporels aide encore une fois. Le corps dans sa globalité va d'ailleurs aider. Hein. Et il y avait des étudiants, ils sont là d'ailleurs, qui avaient trouvé des manières très originales de faire ça, qui se mettaient des petits coups d'épaule, mais gentils. Hein. Chaque fois qu'on faisait l'exercice comme ça, se mettaient... Mais c'était vous deux, hein, je pense, non? Vous étiez côte à côte et en amphi, pour battre le mouvement, vous mettiez des petits coups d'épaule comme ça. Et là, je vous avais même dit, mais tranquille, faites-vous pas mal, vous vous souvenez? Mais c'était leur manière de s'approprier le rythme, elles avaient trouvé leur code en quelque sorte. Alors, en fait, le corps dans la communication, c'est un processus social permanent hein, qui intègre de multiples modes de comportement, la parole, le geste, le regard, la mimique, l'espace interindividuel. Et il ne faut pas, je pense, faire opposition entre la communication verbale et la communication non verbale. C'est pour ça qu'il faut essayer, je pense, de casser ce truc où les gens sont assis et ne bougent pas au maximum. La communication, c'est un tout intégré, selon Rinkin. Alors j'avais proposé un petit jeu il y a quelques années, qui pouvait être fait avec n'importe quelle classe sur pas mal de choses différentes. Ce que j'avais appelé The Game Where You Might Never Get to Sit Down. Donc le jeu où il se pourrait bien vous n'ayez jamais l'occasion de vous asseoir. Vous faites lever tout le monde. Et pour qu'ils s'assoient, il faut qu'ils donnent une réponse pertinente, qu'ils aient récapitulé une phase du cours, qu'ils aient fait ceci, mais n'importe quoi. Et en fait, le simple fait d'avoir mené ça à bien, ils ont le droit de s'asseoir. Et ça fonctionne très bien, d'une part, parce qu'il y a une espèce de compétition où je veux m'asseoir le plus vite possible. Okay. Et d'autre part, parce que c'est assez ludique. Il ne faut pas le présenter, faut le présenter de manière ludique, il ne faut pas dire... Vous avez intérêt de faire une bonne phrase, sinon vous n'asseyez pas. Parce que ça ne va pas marcher. Il faut le faire dans un esprit plutôt ludique. Et ça fonctionne assez bien avec plein de phases du cours différentes. Et de là, alors, la forme la plus aboutie de tout ça, évidemment, pour moi, ce sont les activités théâtrales. Quand j'étais au lycée, on a monté, je m'occupais d'un atelier théâtre, et on a monté une section européenne en anglais. Malheureusement, le théâtre n'étant pas une matière scolaire, on n'a pas pu faire la proposition de faire une section européenne qui s'appuyait. Section européenne, pardon, ça veut dire qu'il y a une autre discipline qui est enseignée en anglais. C'est souvent l'histoire géo. D'accord? C'est souvent l'histoire géo. Et comme on ne pouvait pas, le théâtre n'étant pas une matière, moi j'avais dit, il faut le faire en EPS, éducation physique et sportive. Mais qu'est-ce qu'on s'est foutu de moi? Tous mes collègues. Il n'y avait que ma proviseure qui a dit, mais c'est une bonne idée. Évidemment, je choisi de le faire en maths. Ce qui, à mon avis, était quelque peu réducteur pour l'expression. Mais voyez, en EPS, vous faites et vous dites. Ok? Je peux vous garantir que vous jouez au rugby, il y a un ballon qui arrive en l'air comme ça.
vous le récupérez, vous avez 4 molosses qui vous foncent dessus, et un partenaire qui vous dit « Kick it out !» Tape le ballon dehors, vous le faites, et vous le retenez, parce que vous l'avez vécu corporellement, vous voyez. C'est... voilà. Mais c'est... Je crois beaucoup à l'association du corps. Bon, alors, j'ai fait plusieurs choses. Quand j'étais au lycée, un atelier Comenius, enfin, je faisais un atelier de théâtre, et on avait monté un projet d'échange Comenius avec des partenaires en Turquie et en Allemagne. Plus tard, quand je travaillais à l'UIT de Rouen, on avait fait un programme d'échange Erasmus avec des partenaires dans 5 pays différents. Moi, je m'occupais du théâtre. Et j'ai toujours remarqué qu'il y avait... Nos échanges étaient en anglais, parce que c'était la langue commune, en fait, hein, pour tout le monde. J'ai toujours remarqué qu'il y avait une meilleure expression sur scène qu'en dehors de la scène. Ça, c'était indéniable. Et il y avait des performances beaucoup plus abouties au niveau de l'expressivité, hein, donc de ne pas rester tout seul dans son coin comme ça, mais aussi au niveau linguistique. Donc ça semblait aller de pair. Alors, en classe, je suis bien conscient du fait qu'on ne peut pas faire du théâtre en permanence. C'est pas possible. On peut pas, enfin, disons, on n'a pas le loisir, le luxe de monter une pièce de théâtre tout le temps. On peut, mais on n'a pas toujours le loisir, l'opportunité de le faire. Donc il y a une technique qui s'appelle le playway, qui n'a pas pour but d'exprimer une œuvre d'art en tant que moyen pédagogique et technique, mais en fait, il s'agit de traduire des sentiments, des sensations par des attitudes, par des gestes, par des jeux de physionomie. Donc vous pouvez simplement, sur des petits moments de cours, vous étudiez un document avec des personnages. Ben tiens, toi tu es tel personnage, toi tu es tel personnage. Tu lui dis comment ça? Ok, la personne est contente ou la personne est outrée, ou on l'a vu dans la situation, on l'a vu dans l'étude du document. Ça peut être de petites choses comme ça, très très ponctuelles, sur quelques secondes. C'est quelque chose de beaucoup plus construit. Ben, remettez en place le dialogue entre les deux personnages. Alors je sais bien que c'est un aspect factice parce qu'on ne va pas vraiment le faire au théâtre. C'est du jeu, comme son nom l'indique. Et c'est du jeu qui vraiment améliore l'expressivité. En classe, avec Léo ici présent, on fait des activités en 3e année, où une semaine en fait on fait des exercices plus scolaires universitaires, et la semaine d'après, on essaie de retravailler la même chose avec des mises en situation, des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc ça c'est un jeu de rôle typique, je ne veux pas vous le traduire, c'est pas très... Le but c'est juste de vous montrer qu'il y a un jeu de rôle avec quatre rôles. Et moi j'ai fait le test. Quand vous faites l'échauffement avant, le truc que je vous ai fait faire tout à l'heure, les performances sont meilleures derrière. Parce que les étudiants sont d'ores et déjà... Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous commencez le match de tennis sans vous être échauffé, vous allez le perdre le premier jeu, en gros. Oui ? Je sais pas, le tennis ça parle à tout le monde ou pas du tout? C'est juste un exemple. Mais ça marche pour tout. Hein. Si vous partez courir un 100 mètres sans vous être échauffé, vous pouvez vous claquer. Donc là c'est pareil, ils sont simplement dedans. Niveau physique et niveau articulatoire, ils sont dans le bon mode. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Je voudrais revenir sur ce paradoxe de l'authenticité. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'identité. Que ça pouvait poser problème finalement de parler une autre langue parce qu'on pouvait avoir l'impression de ne plus être soi-même. N'est-ce pas? Bon. Le théâtre, je pense, ça peut être un très bon moyen de lever ce paradoxe de l'authenticité. Parce que pour s'améliorer, il faut un peu accepter d'être autre. Et donc de jouer un rôle dans un premier temps. Ça peut poser le problème de ne plus être soi-même pour certains apprenants, c'est certain. Mais d'un autre côté, la pratique théâtrale peut aussi être une aide psychologique pour certains, et le fait de parler une langue étrangère, a fortiori devant un groupe, crée souvent un sentiment d'insécurité chez certains. Sauf si on admet dès le départ que ce qu'ils vont exprimer, c'est pas forcément eux. En plus, ils ne se mettent pas en danger par rapport à révéler quelque chose de leur personnalité. Par rapport à la timidité. Vous savez, on avait commencé par rapport aux inhibitions et la timidité. Et je pense qu'on peut lever ce paradoxe en passant par le corps, en passant par la mémoire corporelle. Hein. Leclerc et Pijarias écrivaient en 1990 que les élèves timides s'expriment parfois davantage en jouant des rôles car ils n'assument pas la responsabilité des idées qu'ils doivent développer. Et ça, dans un premier temps. La mémoire corporelle, tout ça, fait que peut-être ces choses vont devenir naturelles ou moins artificielles, en long terme en tout cas. Bon, l'utilisation d'activités théâtrales en classe va de pair avec une désinhibition émotionnelle et corporelle des apprenants. Je suis persuadé que les échauffements, les entrées par le corps et l'humour, en condition de le faire, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Parce que si vous faites tout ça
mais en vous prenant au sérieux, la pression va être, oh là là, il faut que je fasse une performance dramatique absolument magnifique. Et c'est pas le but non plus, quand vous êtes en cours de langue. D'accord ? Mais je pense que tout ça, ça peut aider les apprenants à se mettre dans des dispositions positives. Je voudrais terminer par deux conclusions, une conclusion théorique et puis une petite conclusion témoignage. Donc Jean-Rémy Lapère, qui est un grand spécialiste de l'énaction, hein, c'est-à-dire l'apprentissage par le fait de faire avec le corps, dit que la conviction, c'est qu'il est non seulement souhaitable de prendre conscience de ce jeu quand on étudie une langue vivante, mais surtout bénéfique d'en rejouer certaines scènes. Travailler les mouvements et l'expression du corps, parlant en langue étrangère, peut aussi être l'occasion d'éduquer le corps apprenant, figé ou agité en cours, afin d'en développer les ressources cognitives et sensorimotrices. Et je pense que les deux aspects sont complémentaires, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le corps interne, l'articulation, ce qu'il faut projeter, la respiration qu'il faut projeter à l'extérieur, et la corporalité, le langage corporel lui-même. Alors, je n'ai pas de données statistiques, mais ça, c'est les évaluations, ils sont assez peu nombreux. Donc, vous savez, les Master 2 Relations Commerce Internationales. Je demande toujours aux étudiants d'évaluer les cours. Et voilà des choses qui me parlaient sur ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui. Le cours nous a aidé à améliorer notre niveau d'oral. Ok ? Alors, positif, bon, c'était bien. J'ai bien aimé l'échauffement au début. J'aurais spécifiquement posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'échauffement ? Est-ce que vous pensez que ça vous aide par la suite ? Alors, oui, il dit que les sujets des débats parfois étaient ennuyeux. Bon, très bien, j'entends. Bon, ils aimaient bien. Et donc, celle-là est finie avec de passer de bonnes vacances et bonne année. We'll miss you, Harry Potter. Parce que je les faisais beaucoup travailler avec Harry Potter pour le rythme. D'accord ? Pour l'accent. Qu'est-ce qu'on a marqué là ? Alors, un peu de mode débat. Vous aimez bien les jeux de rôle. On a ici. Voilà. Parce que j'avais bien insisté, c'est un cours de langue, mais aussi de communication. C'était bien, ça nous a aidé à nous exprimer en face de personnes. Cette personne insiste vraiment sur l'échauffement, le début d'heure, vous voyez. Et donc cette personne nous dit qu'elle a bien aimé le cours, c'était interactif, et que voilà, on pouvait s'exprimer. C'est à la fois bien, mais révélateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'habitude, on ne peut pas s'exprimer. Voilà, je voulais simplement terminer là-dessus. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à des questions. Alors, moi j'ai deux questions. J'ai une question sur les émotions. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas travailler les émotions avec les élèves ? Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont du mal, par exemple, à se mettre en colère. Oui. Et la deuxième chose, c'est comment faire pour une personne qui a du mal à accepter le regard de l'autre. Oui. Alors, pour la première question, moi j'ai remarqué, c'est plutôt le contraire, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans le stage de Théo Lingua qu'on a fait ensemble, c'est que quand on fait les émotions, en général, la colère et les trucs, les gens le font. Mais par contre, ce qui veut dire en gros, pas en ces termes, mais je t'aime, c'est beaucoup plus difficile. Et la conciliation est beaucoup plus difficile de passer par le corps. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu aussi citoyen, à faire que quand on est dans l'interaction sur scène ou sur... Moi je trouve que c'est le contraire, que se clasher, alors ça y va, c'est très facile, ça clash en 30 secondes. Le contraire, c'est plus difficile. Et là, moi, je ne suis pas suffisamment expert pour faire travailler, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important à travailler ici. Parce que pour une personne timide, par exemple, la colère, quelquefois, c'est dur. Ouais. Allez, les personnes timides, oui, c'est sûr. C'est certain. Il y a quand même globalement, je trouve, quand on mène les choses, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, mais la plupart des... Alors moi, ils sont un peu grands, mais je ne suis pas sûr que ce soit une question d'âge, au contraire, peut-être, jouent quand même le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les met en confiance, ça peut fonctionner. Mais évidemment, je n'ai pas de réponse absolue sur une personne qui aurait... Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi ici pour répondre à ça, sur une personne qui serait vraiment, vraiment timide. Oui, je pense que tu as dit le mot, c'est-à-dire les mettre en confiance. Ouais.
cette mise en confiance-là, elle prend du temps, je pense, dans ton travail. Ben, je pense, mais il faut leur montrer, je crois que c'est très important. Moi, je pense de leur montrer qu'on ne les prend pas de haut déjà, au départ. Et qu'on travaille plus ou moins ensemble. Et que si vous leur montrez ça, je pense qu'ils vous feront confiance. Après, il y a le deuxième enjeu, c'est d'apprendre à se faire confiance les uns les autres aussi. Si je peux ajouter une chose, il me semble que c'est tout l'enjeu des échauffements, parce que finalement on ne s'attarde pas sur chacun pour les timides. Donc ils sont quand même dans le groupe, il y a la force collective, ce qui fait que, oui, il y aura le petit moment où on va faire, mais ça va tout de suite être un autre, donc c'est comme ça qu'ils prennent confiance. Il me semble que le rôle des échauffements, c'est beaucoup ça, créer le groupe, quoi, créer cette confiance dans le groupe, et après, on y va petit à petit, on peut les faire passer par 2, par 3 pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls sous le regard. Enfin, on a multiples solutions, semble-t-il, pour justement faire un petit coussin émotionnel pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais absolument, pour compléter ça, je pense que si je demande à une personne de faire ce que j'ai demandé de faire tout à l'heure, c'est difficile. Et quand je le fais en amphi, par exemple, je ne sais pas, ils sont 75 à peu près en deuxième année, la première semaine, mais c'est normal, on me regarde un peu, je sais, c'est pas grave, c'est ça aussi, il faut que je le prenne bien. Si moi aussi de mon côté je me vexe, c'est terminé. Je sais très bien, mais c'est normal que j'ai ce type de réponse. Et la première semaine, sur les 75, il y en a peut-être une quinzaine qui vont pas le faire. Deuxième semaine, il y en a déjà plus que 3 ou 4 qui le font pas. Et après, il y en a 2, et les 2, ils le feront jamais. Et je vais pas aller forcément sur un groupe plus petit, en général. Est-ce que c'est parce qu'ils peuvent moins se cacher ou pas, mais tout le monde finit par le faire. Vous avez parlé du coup d'une insécurité linguistique chez les étudiants. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut être plus profond que juste de la timidité? Ça peut aussi être un facteur social. Par exemple, des étudiants qui viennent de certains endroits, ou des étudiants qui ne sont pas originaires de France, qui ne veulent pas être vus par exemple comme des intellos, comme des francisés, ce qui est beaucoup dit en ce moment. Et fin de question. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ce que j'avais dit au début sur la personne qui ne veut pas parler, parce que il y a les deux. La personne qui ne veut pas, c'est une forme d'inhibition, elle ne veut pas rêver qui elle est, mais il y a le contraire aussi. Il y a la personne qui ne veut pas prendre la parole, parce qu'en fait, si elle prend la parole, par rapport au groupe, elle va être trop bonne, ou au-dessus, et donc c'est une forme de... Parce qu'il y a 2 formes de prestige. Dans la sociolinguistique, on dirait que... Vous vous souvenez comment ça s'appelle? Ouais, super. Overt and covert, c'est toujours difficile à traduire en français, donc je ne traduirai pas forcément. Mais overt, c'est le prestige vers les formes plutôt. Eh bien, il est notamment prestigieux de parler comme cela, n'est-ce pas, et d'avoir un certain prestige social reconnu. Dans d'autres milieux, c'est pas du tout prestigieux, vous allez lui faire casser la tête, et puis voilà. Okay. Dans d'autres milieux, le contraire, c'est au contraire, il y a une forme de ce qu'on appelle le prestige de rue. Donc les deux viennent effectivement en conflit parfois. Mais le fait d'être autre, ça permet peut-être de passer par-dessus les deux types de blocage, dans un monde idéal. On va rester avec cette image du monde idéal, je crois. Merci beaucoup, Olivier. Merci.